Voilà, mes amis, on se retrouve une fois de plus avec mes amis tziganes. Et la dernière fois, si vous vous rappelez, il y avait une autre personne aussi qui était une personne d'Espagne et qui a parlé en espagnol les deux personnes qui sont là aujourd'hui ont traduit ce qu'il disait. Cette fois-ci, malheureusement, il n'a pas pu être présent, il avait une autre occupation, mais ce sont mes deux amis qui vont continuer donc ce que cette personne avait commencé. Juste un très 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 bref rappel. On avait commencé à expliquer donc l'origine juive des tziganes, il y a bien sûr, il y a très 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 longtemps, et différentes persécutions aussi que les tziganes avaient subies, comme Israël, entre autres l'Inquisition, la Shoah, et voilà. Et on avait donc prévu de continuer encore quelques cours sur ce sujet-là, de manière à ce qu'on puisse avoir une explication beaucoup plus étendue, beaucoup plus large sur l'origine et sur les pratiques, les coutumes et quantité d'autres choses encore sur le peuple tzigane. Alors, je vais passer la parole à mes amis. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup intervenir puisque nous sommes tous très, très intéressés, moi le premier, à recevoir tous les enseignements que vous allez nous transmettre. Et ça y est, vous vous jetez à l'eau. La parole est à vous, mes amis. Alors, merci beaucoup déjà, et c'est un honneur de parler avec vous. Donc, on va essayer de se lancer effectivement sur le sujet de l'errance des Tziganes, pour aller ensuite observer leur parcours en Espagne et la façon dont ils ont été systématiquement persécutés par l'Inquisition, voir quel parallèle on peut faire avec l'histoire du peuple juif, et ensuite peut-être aborder la question des coutumes. Donc, vous nous aviez demandé la dernière fois, je crois, pourquoi nous étions errants parmi les nations. Et c'est en effet quelque chose qui est systématique dans l'histoire des Tziganes, c'est-à-dire leur perpétuel… Excusez-moi de vous couper, mais ça, c'est une question que le monde entier se pose. Parce que même les Juifs qui étaient en exil, malgré tout, là où ils ont pu s'installer, ils se sont installés dans tous les pays du monde. Pourquoi justement, c'est une question vraiment passionnante, pourquoi les Tziganes jusqu'à aujourd'hui sont restés errants? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh Allez. bien, c'est justement ce que reprenait le monsieur d'Espagne. Donc là, on fait que reprendre son étude le mieux possible. Donc, c'est qu'en fait, il reprend une prophétie du Deutéronome, chapitre 28, verset 64, donc qui frappe la maison d'Israël, aussi bien la maison de Juda que la maison d'Israël, et qui dit la chose suivante, dit « Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. » Et donc, pour être éligible à être une tribu d'Israël, les Tziganes doivent répondre à certains critères, et notamment cette prophétie. Et on voit que dans l'histoire des Tziganes, c'est absolument systématique, alors que nous soyons dispersés d'une extrémité de la terre à l'autre. Donc, les Gitans sont arrivés des États-Unis jusqu'à la Chine. Donc, nous avons… Excusez-moi, pourquoi les États-Unis? Vous étiez aux États-Unis aussi? Il y a des Gitans aux États-Unis? Tout à fait. Ils sont il y a des États-Unis, aux États-Unis, il y a des Gitans, et on a des témoignages qui disent que nous sommes arrivés jusqu'en Chine. Donc, c'est-à-dire que les extrémités de la Terre sont vraiment peuplées par les Gitans. Nous y sommes. À combien, à votre avis, il y a de Gitans, toutes tendances confondues, dans le monde entier aujourd'hui? Vous savez, vous avez des chiffres? D'après les études de ce monsieur d'Espagne, nous serons entre 14 et 15 millions. C'est incroyable, c'est exactement le nombre de Juifs dans le monde aujourd'hui. C'est incroyable, incroyable. Alors continuez, c'est tellement intéressant. Voilà, nous répondons à cette prophétie selon le monsieur d'Espagne par le fait que nous sommes éparpillés, effectivement. Le fait aussi que lorsque nous sommes arrivés en Europe à la fin du Moyen-Âge, c'est intéressant de remarquer que les Gitans ont dit aux autorités de l'Europe qu'ils étaient condamnés à errer pendant un certain nombre d'années pour faire un pèlerinage. Donc, sous prétexte… Je reviens sur ce que vous avez dit. Et donc, cette tradition chez les Gitans de ne pas vouloir s'installer est tirée de ce verset donc, qui parle d'un exil.
Ça veut dire que j'oserais presque dire que vous accomplissez plus ce verset que nous, alors. En quelque sorte, Exactement. oui, en quelque sorte, nous l'accomplissons, et vraiment encore aujourd'hui, puisque même lorsqu'on est arrivé au Moyen Âge, dans les autorités, les Gitans ont dit qu'il y avait déjà ce thème de l'errance. Ils ont dit, nous sommes des pèlerins, nous sommes condamnés à errer par le pape un certain nombre de temps. Donc c'est étrange de remarquer que déjà il y avait ce thème de l'errance qui reviendra comme un leitmotiv tout le long de l'histoire des Tziganes, aussi bien de leur part que de la part de leurs ennemis, qui les traiteront de vagabonds, etc., etc. Donc la preuve aussi formelle que vraiment on est un peuple qui erre d'une extrémité à l'autre bout de la terre, c'est la création en France, à la fin du 19e siècle, d'une catégorie administrative qui s'appelle le régime des nomades. Et c'est vraiment une catégorie administrative qui est propre à la France, donc c'est unique au monde, et qui désigne des gens qui sont arrivés en Europe au Moyen Âge et qui au 19e siècle ne se sont toujours pas sédentarisés. À tel point que la France va être obligée de créer pour eux un régime spécial qui existe encore, et qui s'appelle le régime des nomades, dont le but est de les surveiller, parce qu'ils se déplacent trop. Donc, comment on les surveille, surtout dans le contexte de l'entre-deux-guerres? Eh bien, on crée un carnet anthropométrique avec la photo de chaque tzigane. Les enfants, dès l'âge de 2 ans, sont obligés de donner leur photo. Excusez-moi, parce qu'au fur et à mesure que vous parlez, j'ai des tas de questions. Au niveau des écoles, comment vous enseignez à vos enfants? Au niveau des écoles, aujourd'hui, on a été longtemps chassé des bancs de l'école. Jusqu'au 19e siècle, on n'avait pas le droit d'aller à l'école. C'est-à-dire que les gens refusaient d'enseigner aux Tziganes. C'est considéré comme vraiment un peuple. Aujourd'hui, la situation a complètement C'est-à-dire les Français n'acceptaient pas les enfants de Tziganes dans leurs écoles. Non, pas du Et tout. dans les autres pays aussi, j'imagine. Et dans les autres pays aussi, justement. Alors, comment vous avez fait? Alors, les enfants ont grandi sans école? Oui, tout à fait. Les enfants ont grandi sans école, puisque nous en avons été éjectés. Et même lorsque au 19e siècle, nous étions dans ce carnet anthropométrique où on avait toutes les informations sur nous, eh bien, ça a produit quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que quand les nazis sont arrivés au pouvoir et qu'ils ont essayé de repérer les tziganes qui se trouvaient en Europe, ils n'ont plus qu'à piocher dans les articles administratifs, dans la case administrative du régime des nomades, où ils ont trouvé tous les noms, le domicile, absolument tout. À chaque fois qu'un tzigane passait quelque part, il devait renouveler son carnet anthropométrique. Preuve que cette population qui est là depuis le Moyen Âge ne se considère toujours pas comme faisant partie d'une population européenne, alors qu'elles ont une très très large généalogie finalement. Et lorsque les nazis arrivent, donc ils Encore vont... une question, excusez-moi, mais vraiment parce que au fur et à mesure, au niveau des mariages, la grande majorité, vous vous mariez entre vous, ou il est arrivé que, par exemple, des tziganes épouseront une Française ou une Belge ou une Allemande, etc. Est-ce qu'il y a eu des mariages mixtes chez vous, ou la grande majorité sont des mariages uniquement entre tziganes? Alors, pour la plus grande majorité, on se marie toujours entre nous. Par exemple, moi, je me suis marié avec la fille de ma cousine Germaine. On se marie que entre nous. Et bien sûr, nous avons des cas exceptionnels où nous avons des tziganes qui se marient avec des non-tziganes et ainsi de suite. Ça arrive bien aussi chez nous. Mais pour nous, c'est quelque chose que nous essayons toujours de garder parce que nous essayons toujours de garder, comme on vous a expliqué l'autre jour, il y a une séparation mentale entre nous et les non-tziganes. Donc, on ne peut pas partager. C'est pas du racisme, c'est que on essaye de garder ce qu'on est jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui, mais si par exemple, excusez-moi encore une question, je m'excuse de vous interrompre, mais parce que Allez-y, allez-y. vous dites des choses tellement intéressantes qui évoquent chez moi des questions. Aujourd'hui, la plupart des tziganes sont évangéliques. D'accord? Alors, pourquoi ne pas se marier avec une Française évangélique ou une Américaine évangélique? Il y a des millions d'évangéliques en Amérique. Donc, pourquoi un tzigane, puisqu'il est de la même croyance, pourquoi il ne se marierait pas avec une Américaine évangélique, puisqu'ils ont la même croyance? Où est la différence qui fait qu'on n'acceptera pas ce mariage? La différence, elle est que finalement,
la séparation mentale, elle était tellement reconduite pendant longtemps qu'elle est plus forte, même que les croyances ou les questions de religion. C'est plus fort encore, c'est quelque chose de plus profond. Et ça n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire, ça n'est pas rentré, c'est plus fort. Cette séparation mentale est plus forte. Expliquer où est la différence. Si ce n'est pas dans la religion, la différence est où alors? C'est dans la pureté de nos gènes. Elle est là la différence. C'est quelque chose qui est resté très profondément ancré. Et ça l'est encore aujourd'hui, malgré tout. C'est incroyable ce que vous dites, parce que dans votre langage, vous dites exactement ce qu'est la tradition d'Israël. Bien sûr. C'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Continuez. Alors, oui, donc j'avais dit que, suite au fait que la France a fait une catégorie administrative à notre égard, puisque nous bougions, les nazis sont allés nous récupérer là-dedans et nous ont mis déportés absolument dans les mêmes wagons, dans les mêmes trains que les Juifs. Il y a aussi en Suisse une association qui existe encore, qui s'appelle la Pro-Juventut. Et ils ont pris les enfants de notre peuple à la fin, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, ils les ont arrachés à leur famille et ils ont essayé Alfred Siegfried, qui était l'un des directeurs de la Pro-Juventut, qui est une association suisse. Et c'est les Suisses qui vous ont pris vos enfants? Au Yéniche, qui était suisse, oui. Ils ont volé leurs enfants aux parents avec le but de les séparer entre garçons et filles et d'éradiquer en eux le gène du nomadisme. C'était des sympathisants évidemment du régime nazi avec Hitler, donc preuve que cette errance donc, qui est dite par la prophétie, pour le monsieur d'Espagne, elle est reliée à une autre prophétie qui est celle qu'il nomme la prophétie de l'épée. Et qu'on trouve dans Deutéronome 28, 68, qui dit la chose suivante: et parmi ces nations même, tu ne trouveras pas de repos, pas un point d'appui pour la plante de ton pied. Là, le Seigneur te donnera un cœur effaré, mettra la défaillance dans tes yeux, l'angoisse dans ton âme, et ton existence flottera incertaine devant toi. Tu trembleras nuit et jour. C'est-à-dire qu'en plus du fait que nous ayons été nomades, nous n'avons jamais, du fait de cette prophétie, trouvé aucun repos dans aucune nation dans laquelle nous avons été présents. Et il y a même eu, parce que la création de la catégorie administrative des nomades et l'école de la Pro-Juventut d'Alfred Siegfried avait pour but de stériliser les enfants et de contrôler le nombre de tziganes. Puisque les femmes tziganes, on le verra plus tard, étaient réputées fertiles. Et donc, à chaque fois, on a observé le nombre, la croissance de la population tzigane, à tel point que le monsieur d'Espagne, encore une fois, fait le rapprochement avec une autre prophétie du même Deutéronome, verset 62 cette fois-ci, et vous serez réduits à une poignée d'hommes. Donc, systématiquement dans notre histoire, on a été, et on le verra pour ce qui est de l'Espagne de manière précise et étendue, le nombre de tziganes a été contrôlé par le biais de la stérilisation, par le biais des massacres, par le biais des arrestations. Et même aujourd'hui encore, dans les pays de l'Est, il y a des pratiques de stérilisation sur les enfants tziganes. C'est-à-dire, ils prennent les enfants, ils les stérilisent? Oui. Ou ça en Russie, par exemple? Je n'ai pas dans les pays de l'Est, je n'ai pas on m'a dit, donc une historienne qui travaille avec moi sur la question m'a dit que ça se pratique encore aujourd'hui dans certains pays de l'Est, où je ne sais pas exactement lesquels, où les enfants sont stérilisés. Et ça a été le cas pour Alfred Siegfried dans l'école suisse, ça a été le cas, comme on le verra, en Espagne, ça a été le cas pour les nazis, où Joseph Mengele choisissait des enfants juifs et tziganes, sous prétexte que les enfants tziganes étaient plus endurants que les autres, aux horribles expériences qu'ils leur faisaient subir. Et donc, le fait que nous ayons été systématiquement… Combien de tziganes sont morts dans les camps, vous savez?
Alors, les chiffres, encore une fois, ça peut passer, ça évolue à chaque fois, on peut arriver au million. Au million? 500 000, c'est certain. Mhm. Et on peut même arriver au million sans compter tous ceux qui sont morts dans les ghettos, tous ceux qui ont été fusillés comme ça, vraiment Oui. par ordre des nazis dont on n'a aucune trace. Et voilà, donc nous avons été systématiquement persécutés partout. Si je vous donne des dates de l'expulsion des Tziganes très précises, en 1427, à notre arrivée, on a été expulsés de Pontoise, 1439 Paris, 1500 Allemagne, 1540 Belgique, 1492 ce sont les Tziganes qui ont été, ce sont les Juifs qui ont été expulsés d'Espagne, et en 1499 les Gitans. Donc à quelques années de différence. Donc on observe souvent ce parallèle historique des deux peuples qui se répondent comme un écho. C'est-à-dire qu'à chaque Alors, permettez-moi de vous poser une question délicate et difficile. Et puisqu'il y a tellement de points communs entre Israël et les Tziganes, je dirais même que sur certains points, vous vous comportez encore plus juif que nous, puisque vous avez refusé de sortir de l'exil dans le sens le plus réel du terme. Alors, pourquoi il n'y a pas eu peut-être ce désir de retour vers Israël de la part des Tziganes, puisque ces derniers temps, les Tziganes ont plus été vers, on pourrait dire, vers une certaine forme de religion chrétienne, l'évangélisme, etc. Et pourquoi les Tziganes ne seraient pas revenus comme un tsunami, en comprenant que nos deux histoires sont tellement proches? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on est ensemble, mais pourquoi n'y aurait-il pas eu de la part des Tziganes un réveil de se dire, ben, on va revenir vers nos racines, puisque votre histoire est fondée sur la Torah. Vous citez des versets de la Torah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que finalement, vous n'avez pas voulu revenir vers Israël? Est-ce que vous avez une réponse à cela? Alors bon, c'est vrai que c'est une question assez compliquée et on va vous répondre du mieux qu'on peut. Il y a un passage dans Ésaïe 49, si je ne me trompe pas, quand il parle du retour de Jacob, des tribus. Le texte, il dit « dans un temps agréé ». C'est-à-dire que ce que je crois, moi, c'est que nous sommes en train de vivre un temps marqué, un temps où les tribus sont en train de se réveiller. C'est ce que je crois, moi, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais d'après de ce que je vois dans la parole de Dieu, ce que je vois, c'est que c'est un réveil qui se produit maintenant parce qu'il y a énormément de temps qu'on sait qu'on est des Juifs, on le sait, qu'il y a ce lien et qu'il y a tout ce qu'il y a. Mais je pense, et c'est ce que nous pensons, que c'est un temps marqué. Voilà, c'est un temps où les gens l'acceptent. Pas qu'ils ne l'acceptaient pas avant, mais avant, si vous voulez, on a tellement passé avec les inquisitions, le génocide, qu'on a toujours essayé de se cacher, et toujours ce qu'on a voulu essayer de faire, c'est pourvu qu'on nous laisse tranquille et qu'on puisse manger, boire et rester tranquille. Donc, en quelque sorte, ça a été un peu normal de ne pas vouloir chercher à comprendre, si ce n'est par rapport à la peur. Je comprends parfaitement votre réponse et elle me satisfait tout à fait. C'est évident que tant qu'on est dans une situation terrible, on n'a pas la conscience, pas la force de faire, on pourrait dire, de prendre les chemins qu'on devrait prendre, parce qu'on est trop préoccupé par le présent. Et le peuple juif aussi, avec tout ce qu'il a traversé, aujourd'hui, 80, alors on va dire 70% des juifs aujourd'hui ne sont plus du tout attachés à la Torah. Parce que c'est le résultat de tellement de souffrances que finalement, ils ont tout envoyé balader. Donc, on a le même phénomène chez nous, d'une certaine manière. C'est dans notre propre peuple, la grande majorité aujourd'hui ne sont plus véritablement fidèles à la Torah. C'est la conséquence de tellement de souffrances, tellement de malheurs qui ont fait finalement, on veut se cacher. Et ça, que beaucoup l'avaient dit. On veut se cacher, on veut plus se montrer juif, qu'ils nous foutent la paix. Voilà.
puis même chez les Tziganes, la persécution a été jusqu'aux années 1960, vraiment. Et encore aujourd'hui, quelquefois, on n'a pas eu le temps de se retourner et d'essayer de comprendre quelles étaient nos origines, quelles ont été notre histoire. Il n'y a que maintenant qu'on essaye d'avoir un recul par rapport à ce que nous avons vécu. Mais avant, on était dans une sorte de fuite en avant pour la survie, en fait, jusqu'à très, très, très récemment. Mais aujourd'hui, au niveau des lois, par exemple en France, Oui. donc on vous laisse vivre dans des caravanes et aller d'un endroit à un autre ou vous êtes extrêmement surveillé? Ce qu'on voudrait voir ici avec vous, ce qu'on voudrait vraiment montrer, c'est comment ça s'est passé pendant l'Inquisition en Espagne et montrer quelque chose qui est très très peu connu, le fait que nous ayons été, qu'il y ait eu pour la première fois en Espagne un véritable génocide. Donc, quand nous sommes arrivés en Espagne, donc nous avons eu tout de suite trois ennemis. D'un côté, nous avons eu le pouvoir en place. D'un autre côté, on a eu l'Inquisition. Et enfin, les travaux, les syndicats de l'époque. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet des rois catholiques en France, puisque nous étions des vagabonds, était de nous sédentariser de force. Et si nous n'étions pas sédentarisés, la première fois, on nous donnait des coups. La deuxième fois, on nous coupait les oreilles et les orteils. Et la troisième fois, nous étions soit condamnés à mort, soit expulsés du territoire. Et ils voulaient nous forcer non pas à un métier, n'importe quel métier, ils voulaient nous forcer à être laboureurs. Donc il y a un décret qui dit que les gitans soient laboureurs et pas autre chose. Simplement, il semble que la prophétie s'accomplisse encore une fois. Impossible de faire souche dans le territoire. En tant que laboureurs, les Tziganes refusent. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont s'enfuir dans les montagnes où ils vont être systématiquement persécutés. Une question, cher ami. Mais de quoi vous viviez alors? Comment vous aviez de quoi manger? Alors, quand nous sommes arrivés, au début, avant que tous ces décrets ne prennent véritablement forme. Pourquoi ces décrets ont pris forme? Parce que les Tziganes étaient prospères en arrivant. Nous travaillions dans le commerce des chevaux, nous travaillions dans l'orfèvrerie, nous travaillions dans plein de métiers, par exemple, à tel point qu'un syndicat de l'époque en Espagne, et qui s'appelle le syndicat de la Mesta, a pris de l'ombrage du fait que les Tziganes étaient plus prospères qu'eux. Par exemple, là, je vous lis une série de décrets qui disent qu'ils adoptent le métier de laboureur, pas un autre, pour que les gitans ne puissent pas troquer ni vendre du bétail dans les grandes et les petites foires, sous diverses peines, alors qu'un passage du Don Quichotte de Cervantes, qui était lui-même un juif, nous dit que les Tziganes avaient l'habitude, à cette époque, de vendre du bétail dans les petites et les grandes foires, que personne ne recueille des gitans, qu'ils n'aient ni juments ni chevaux, qu'ils n'aillent ni dans les foires ni dans les marchés. Et on peut comprendre en creux que les gitans, au début, allaient dans les marchés, qu'ils avaient des juments, qu'ils avaient des chevaux, qu'ils étaient recueillis par la population et qu'ils vivaient de manière très prospère. Donc, au début, nous étions des joailliers et des marchands de bétail, et progressivement, donc, on a essayé de nous enlever tous ces pouvoirs-là parce que nous étions prospères. C'est le conseil de la Mesta qui a fait ça et qui nous a réduits progressivement à une situation de misère où nous avons dû fuir dans les montagnes, où nous avons dû quelquefois être des hors-la-loi pour pouvoir survivre. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas nous qui sommes arrivés en tant que hors-la-loi, puisque nous étions prospères, comme le montrent ces décrets, ces différents décrets. Ce sont eux qui ont fait en sorte que nous soyons hors la loi parce que nous n'avions pas d'autre possibilité pour survivre. Et si je lis un passage du Don Quichotte de l'époque de Cervantes, que je vais essayer de traduire, il parle des gitans et il dit « Esselée était cette race à cause de la persécution des uns et de la complicité des autres. Il fut donc naturel que les gitans, transformés déjà en ennemis de la nation, vivent à part et fuient
dans des occupations, fuient les occupations stables et sédentaires, préférant des métiers où il leur était facile de fuir, au cas où les persécutions s'intensifieraient. Les gitans choisissaient des professions qui leur permettraient de partir à n'importe quel moment. Donc, c'est à cause de ça que nous avons été persécutés. Nous étions prospères au début et visiblement trop prospères. Et le Conseil de la Mesta a mis fin à ça. Il faut savoir une question, excusez-moi. Aujourd'hui, de quoi vivent les gitans en France, par exemple? Alors là, les gitans vivent un petit peu de tout, hein. Il y a de tout. Par exemple, moi, je suis dans le recyclage. Mon cousin est professeur de français. Dans les marchés. C'est-à-dire, il y a on va dire que Vous, Diego, vous êtes professeur de français? Oui, oui. Mais alors, on vous accepte dans une école, alors, malgré le fait que vous êtes cigane? Ah, aujourd'hui, oui. C'est la situation jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'à l'époque de Vichy, où on n'acceptait pas. Ensuite, dans les années 60, on a commencé à nous accepter un peu de gré ou de force. Oui. Et puis, quand Jules Ferry a donné l'école gratuite pour tous, etc., on a commencé à nous accepter. Oui. Même si au début, ce n'était pas le cas. D'accord. Alors, généralement, c'est quoi le métier des gitans, généralement? On va dire que 90% des gitans, ils sont dans le commerce, qui touche à tout. Le commerce… C'est-à-dire, ils ont des magasins ou c'est du commerce de personne en personne? Il y a du porte-à-porte, du prêt-à-porter, il y a les marchés. Ah, les marchés, bien sûr. Oui, bien sûr. Et tout, l'import-export, il y a tout. Mm-hmm. Principalement dans le commerce. Principalement dans le commerce, oui. À l'Antiquité aussi. Il y a beaucoup de tziganes qui sont antiquaires. Bien sûr. Très bien. Et alors, donc, vous avez subi l'Inquisition aussi, alors? Voilà. Oui, sûr. C'est le sujet auquel on voulait passer parce qu'en fait, nous avions un autre ennemi en Espagne qui était absolument important et vraiment terrible. C'était l'Inquisition, la compagnie de la Sainte Inquisition, dont le chef était Thomas de Torquemada, qui poursuivait en même temps les Juifs et les Tziganes pour être hérétiques et les femmes tziganes pour être devineresses du futur. Parce qu'il est vrai que quand elles sont arrivées en Espagne, les femmes gitanes prétendaient voir le futur dans la main des citoyens. Et ça, évidemment, ça a été pointé du doigt par l'Inquisition, qui nous déportait, qui nous condamnait à mort et qui agissait sous diverses façons parce qu'ils nous considéraient comme étant des suppôts de Satan, comme étant, ils le disent eux-mêmes, de la mauvaise herbe, comme étant des gens vivant dans la luxure, enfin, à peu près les mêmes accusations. Qui étaient à l'égard des Juifs, les mêmes critiques. Tout à fait, les mêmes choses, des gens qui, en fait, n'ont pas renoncé à leur religion, etc., et qui le pratiquent. Des voleurs d'enfants, ça rejoint aussi… Excusez-moi, à l'époque de l'Inquisition, c'était quoi la religion des Gitans? La religion des Gitans, oui. Alors, c'était le christianisme forcé. Certains étaient musulmans, du fait qu'avant que les rois catholiques n'arrivent, il y avait Al-Andalus. Donc, certains ont été forcés à se convertir à l'islam, d'autres étaient forcés de se convertir au christianisme. Ce qui est resté, c'était des croyances plus ou moins, oui, on croyait en un Dieu, mais ce n'était pas certain. On a été obligé de feindre la religion du christianisme pour ne pas être persécuté, pour ne pas être tué. Mais ça n'a pas empêché Torquemada de brûler énormément de Juifs et de brûler des Gitans qu'ils accusaient d'être des voleurs d'enfants. Et ça, c'est étrange parce qu'ils accusaient également les Juifs de pratiquer le Shabbat, durant desquels il y aurait eu des sacrifices d'enfants. Donc, oui, c'est connu ça, qu'ils nous accusaient de dégorger des enfants pour mélanger leur sang à la nourriture. Tout à fait. Cette accusation-là était également portée contre les Tziganes, qui ont été, vraiment, leur statut était encore pire que celui du statut d'immi, par exemple, en terre d'islam, en ce qui concerne les Juifs et les chrétiens. Nous étions véritablement considérés comme étant la dernière espèce possible et imaginable. Tous leurs fantasmes étaient adressés à nous
en écho avec ceux des Juifs, donc des gens sataniques, des gens qui sont de faux chrétiens, des gens qui divident le futur, des gens qui se livrent à la sorcellerie, à des pratiques de sacrifice, des voleurs, des menteurs, alors qu'ils nous avaient eux-mêmes convertis en voleurs. Donc, nous avons été le résultat de ce qu'ils ont fait de nous et ils nous le reprochaient. À tel point, ça a duré pendant toute la période de l'histoire espagnole, jusqu'au moment où, pour la première fois, et ça c'est un point vraiment important parce que peu de personnes le savent, c'est que pour la première fois, on se dit visiblement les Gitans, ils arrivent au Moyen-Âge, ils ne veulent pas s'intégrer et ils ne partent pas. Il y a eu plusieurs coups de filet contre les Gitans, c'est-à-dire des ordres qui étaient donnés de les prendre et de les déporter. Mais ce qui va arriver pour la première fois, et ce qui va être vraiment un tournant dans notre histoire, c'est ce qui est arrivé dans la nuit du 30 juillet 1749, sous le règne de Philippe VI, où nous avons été placés dans des villes, et il y a eu en une seule nuit, un ordre de nous capturer, de faire des femmes des gens qui allaient travailler dans la soie et des enfants et des hommes, de les déporter en Afrique pour toujours. C'est-à-dire que l'idée vient de l'évêque d'Oviedo, qui se dit que visiblement on n'en peut plus avec les Gitans, et il décide, pour la première fois, il y a le mot, dans les documents, on a le mot extermination. Donc il y avait des prisons pour les Gitans, à tel point que la plupart des hommes ont été exilés en Afrique. Tout à fait. Les femmes ont été placées, les enfants étaient placés dans des hôpitaux, les femmes travaillaient, puisqu'il y avait deux options qui s'offraient à l'évêque d'Oviedo, c'était soit la déportation hors du territoire, soit l'incarcération. Et il a préféré l'incarcération des femmes et des enfants pour qu'ils puissent travailler en faveur de l'Espagne. Et une fois que les enfants atteindraient l'âge de 15 ans, ils seraient déportés à vie. C'est-à-dire, ce qui a été décidé cette nuit-là est absolument atroce, puisqu'auparavant, il nous permettait pas de vivre dans des villes de plus de 1000 habitants pour contrôler la population des Tziganes. Encore une fois, il y a ce rapport à la prophétie, de la réduction du nombre. Donc, il ne nous laissait pas vivre dans des villes de plus de 1000 habitants. Et ensuite, le marquis, celui qui est à la tête de ce projet, avec l'évêque d'Oviedo, c'est le marquis de la Ensenada, qui a permis aux Gitans, qui a fait une feinte en publiant un décret et en leur permettant de s'installer dans les villes. Et donc, c'est là qu'il a pu les repérer, les marquer, monter tout un dossier. Et c'est absolument incroyable parce qu'en une seule nuit, il a fait arrêter 12 000 Tziganes. Ça, c'était le 30 juillet 1749, dans le but express, signé quand même par le roi, de nous exterminer. C'est ce qu'a fait plus tard. Exterminer ou déporter en Afrique? C'est-à-dire, il y avait le mot d'extermination. Le marquis aurait dit, il est temps d'en finir avec cette génération. Donc, c'est un peu le parallèle de ce qui a été décidé plus tard par Himmler ou de ce qui a été, c'est-à-dire la solution finale. On fait quoi avec ces gens-là qui décidément ne s'intègrent pas? Eh bien, on a décidé de les faire mourir, c'est-à-dire de peine, enfin dans les déportations. On les fait mourir, mais avant qu'ils ne meurent, il faut qu'ils fournissent un maximum d'efforts pour l'État. Donc, il y avait 40 prisons réservées aux Gitans à l'époque en Espagne. On a parlé de manie. Un historien a parlé, en parlant de l'histoire de l'Espagne, de manie de l'incarcération. C'est-à-dire que nous étions systématiquement emprisonnés. Et c'est quand même étrange parce que c'est cette opération incroyable du 30 juillet 1789 s'est fait en même temps dans tout le royaume d'Espagne. Donc, ça a demandé une coordination incroyable et une opération vraiment. On a dans les documents le premier génocide ou la grande rafle. Certains ont survécu, mais la plupart des Gitans ont été pris. Excusez-moi, mais la majorité des Gitans se trouvaient en Espagne à cette époque-là?
On parle des gitans d'Espagne. 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 Là, nous sommes vraiment en Espagne parce qu'on ne peut pas prendre, ça ce serait peut-être la prochaine fois. Oui. Là, c'est une petite goutte d'eau qu'on vous apporte. C'était juste les gitans en Espagne Très qui ont bien. été, pour la plupart d'entre eux, arrêtés, déportés, tués. Donc, ça rejoint également la prophétie de la réduction du nombre. Et puis, il y avait toute une série de décrets aussi qui ne permettaient pas aux gitans de se déplacer à plus de 2. Qui ne les permettaient pas, enfin, ils étaient systématiquement déportés. On séparait les femmes et les enfants. Pourquoi? Eh bien, parce que selon le marquis de la Ensenada, les femmes tziganes étaient particulièrement fertiles. Et alors, c'est-à-dire qu'ils ont obligé les femmes tziganes à se marier avec des Espagnols. Ça a eu, il y a eu quelques cas comme ça, oui. Donc, soit on les forçait à se marier, soit on les surveille à vie. Mais en aucun cas, elles ne doivent s'approcher d'un mâle tzigane, c'est ce qu'on retrouve dans les textes, puisque les femelles tziganes seraient particulièrement fertiles, un peu comme les femmes hébreux de l'époque de Pharaon, où on leur interdit, on leur dit elles sont trop fertiles, donc hors de question de les approcher. On a eu aussi des opérations de castration des hommes tziganes, c'est-à-dire, encore une fois, pour essayer d'exterminer la race, de ne plus faire qu'ils se reproduisent. La réduction du nombre et le fait qu'ils ne trouvent aucun repos dans aucune terre est ici vraiment appliqué à la lettre. Puisque. Regarde ce que vous dites, parce que, bon, moi d'abord, j'apprends tout ça aujourd'hui, mais je suis persuadé que 99% du monde ne connaît pas du tout l'histoire des Tziganes. Hein. Voilà, c'est justement pour ça que qu'on vous remercie, parce que c'est un honneur en fait de faire connaître cette histoire. Les gens ne savent pas, les gens s'arrêtent à Robespierre et les massacres de la Vendée, et puis après, évidemment, la chose horrible qu'ont subi les Juifs, mais on a eu dès 1749 une opération légale orchestrée par l'État sous le contrôle de l'Église qui ne dit rien, mais qui ne dit mot consent. Donc, elle est complice de ce qui est arrivé et on l'a dans les documents. Et ça, on n'y a eu accès que très récemment et encore à une toute petite partie de la documentation qui relève de cette folle histoire du marquis de l'Ensenada et du coup de filet qui a fait qu'il arrête en même temps dans toutes les provinces du royaume 12 000 tziganes qu'il avait auparavant fixés, identifiés et dont il avait empêché la reproduction. C'est tout de même incroyable ce qui est arrivé. Et c'est pour ça que nous tenions vraiment à le faire connaître. C'est que le génocide a eu lieu, c'est écrit, de la part de l'État espagnol. Et ça, nous ne l'avons toujours pas, ça n'a toujours pas été reconnu. Ça n'a toujours pas été reconnu. Et c'est pour ça que nous avions à cœur. Et alors, au niveau de la Shoah, alors, pourquoi vous pensez que Hitler vous a déporté aussi? Bien, Hitler nous a déportés. Selon le monsieur de Barcelone, il y avait un livre qui était paru en 1901 qui disait déjà que les tziganes étaient juifs. Il faut savoir que ce qui s'est passé… En 1901, il est sorti ce livre-là? Oui, en tout cas, bien avant que Hitler ne rédige son Mein Kampf. Donc, dans le traitement qu'il a appliqué aux tziganes et aux juifs, c'est exactement la même chose. Donc, ils nous mettaient dans les mêmes wagons. À l'intérieur du camp de concentration, on a eu très peu de témoignages, mais nous étions parmi les plus maltraités, sans chaussures, sans rien du tout. Donc, nous étions… Et tout ça, tout ce qu'a fait Hitler… Vous avez eu des indemnités, comme les juifs ont reçu? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'indemnités? Non. Ce qui s'est passé, ça c'est un point très important aussi, c'est que les Juifs ont été arrêtés par la milice et par la Gestapo. Mais ce qui s'est passé par les Tziganes, c'est qu'ils ont été dénoncés par la police, par les assistantes sociales, par les professeurs, tout ce qu'ils pouvaient, ils ont été dénoncés, livrés aux Allemands par la police normale, celle qui existe toujours en France. C'est pour ça que quand il s'est agi d'indemniser les Juifs, on a dit, bon, ben, la Gestapo, on la dissout parce que c'est une organisation circonstancielle, elle est criminelle, hors de question en France de dissoudre la police nationale française. Et donc, il n'y a pas de génocide et donc il n'y a pas d'indemnisation.
Non, mais on sait très bien que les Tziganes ont été déportés. Alors pourquoi les Allemands ne vous ont pas dédommagé? Parce qu'il y a eu une forte participation de la police nationale française. Et là, je pense qu'il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose. Quelquefois, en France, on a fait du zèle pour les Allemands. Et donc, hors de question pour la France de reconnaître que c'est la police, qui existe toujours aujourd'hui, qui a déporté les Tziganes dans les camps de concentration. Et il faut savoir, en France, puis en Allemagne. Puis il faut savoir que le dernier sorti d'un camp français était un Tzigane. Même les résistants n'ont pas jugé bon de le libérer à ce dernier Tzigane qui restait dans les camps de concentration. C'est un dernier, c'est symbolique. Et les Tziganes ont participé à la résistance aussi? Il y en a qui se sont battus? Oui, oui, certains se sont battus. Certains ont été résistants et se sont battus aussi. Donc certains ont participé, tout à fait. Mais ils ont été, parce que tout ça, ça a été fait, qu'on prenne le marquis de l'Ensenada en 1749 ou qu'on prenne Hitler au XXe siècle, nous avons été victimes déportées parce que Tziganes. On ne va pas chercher plus loin. On a pris des vieillards, des femmes, des enfants tout à fait innocents parce que Tziganes. Comme on a arrêté les Juifs parce que Juifs. Donc, la condamnation n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce qu'a fait le marquis de la Gran Ensenada, c'est ce qu'a fait Hitler. Certains Tziganes sont sur le point d'être indemnisés, ceux qui ne sont pas français. Les Tziganes français ne sont pas indemnisés, ne peuvent pas être indemnisés, parce qu'ils n'ont pas été arrêtés par la police ni par la Gestapo, mais par la milice du maréchal Pétain. Et donc, hors de question de reconnaître cette part de responsabilité de la part de la France. Chers amis, il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de certaines coutumes, et peut-être on en reparlera la fois prochaine, mais pour terminer sur certaines coutumes que vous avez évoquées dans le monde tzigane, dans le monde gitan? Tout à fait. Alors, nous pouvons parler, si vous le voulez bien, du respect des anciens, tout d'abord, qui est quelque chose qui est fortement, très fortement ancré dans la communauté tzigane depuis toujours. C'est-à-dire que on a pour le monsieur d'Espagne, donc il a fait le parallèle avec encore une fois, je crois que c'est dans le Lévitique 19:32 qu'il a dit lève-toi à l'aspect d'une tête blanche et honore la personne du vieillard, crains ton Dieu, je suis l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose qui a été systématiquement reconduit dans les communautés tziganes. Ce sont un peu le conseil des sages, ça ressemble un peu au chapitre des juges, hein, avant la monarchie en Israël. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a une discussion, ce sont les anciens de la communauté tzigane qui tranchent et les autres se conforment à la décision qui a été prise par les anciens de notre communauté. Et ça a été aussi systématiquement reconduit et on peut le rapprocher des coutumes du Lévitique. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est le deuil. La forme dont les Juifs et les Tziganes célèbrent le deuil se ressemble à s'y confondre. C'est-à-dire que si on prend la loi de la Torah et qu'on lit on lit que les Gitans doivent apporter le soutien par leur présence à la famille qui ont été victimes d'un décès. Ça, c'est systématique dans notre communauté. On doit être là auprès d'eux, on doit les assister, on doit être avec eux 24 heures sur 24. Il y a aussi le fait que on ne se rase pas, comme les Juifs, et parfois même on ne se... Pendant la période de deuil, vous ne vous rasez pas. Pendant la période de deuil, oui. Chez nous. On ne se lave pas non plus, très souvent. On ne mange pas de viande. Comme et voilà, exactement comme dans l'Ancien Testament, en fait. Hein. Et ça, on l'a observé comme dans la Torah. On l'a observé sans le savoir. Et c'est aujourd'hui qu'on le découvre. Donc, on ne se rase pas. Il y a des jours de deuil qui sont décrétés, des veillées, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, là encore une fois, très, très proche de ce que on trouve dans l'Ancien Testament. Il y a également la loi du bannissement, quand les anciens se réunissent et décident de bannir un certain membre de la communauté parce que
se comportent mal. Penser qu'ils se comportent mal et de décider de délimiter le territoire qu'ils peuvent franchir ou ne pas franchir. Ça aussi, ça doit exister dans la Torah aussi. Voilà, ça existait dans la Torah aussi. Il y a également la loi de l'impureté, qui fait que quand quelqu'un est mort, par exemple, on ne touche pas au cadavre. Et les Lévitiques disent que celui qui touche un cadavre, par exemple, est impur. Donc il y a cette loi de la pureté, de l'impureté qui est très présente. Et certains ont dit même que c'était proche de l'Ancien Testament. Par exemple, Clément le Cossègue le dit. Et il dit que ces lois sont cruelles, qui sont appliquées chez les Gitans. Par exemple, en Hollande et en Allemagne, les manouches considèrent ceux qui mangent de la viande de cheval comme étant impurs. Et ça, c'est systématique. Comme étant comment? Comme étant comment? Comme étant impurs. Donc, ils ne mangent pas avec eux, ils ne se mélangent pas avec eux, ceux qui mangent de la viande de cheval. Donc, beaucoup ont constaté cette chose, cette similitude avec l'Ancien Testament, pureté, impureté, et on dit que c'était, du point de vue occidental, cruel, et que ça n'existe pas en Occident. Donc, ça ne peut venir que du côté d'Israël. Une autre loi aussi, c'est ne pas de mélange dans les mariages, comme on l'a dit, avec des gens qui ne sont pas tziganes. Et ça fait référence au texte du Deutéronome, point de pacte avec eux, point de merci. Ta fille ne la donne pas à son fils, et sa fille n'en fait pas l'épouse du tien. Aussi, le passage avec quand Abraham dit dans la Genèse, je t'en conjure par le Dieu du ciel de ne pas choisir une épouse à mon fils parmi les filles des Cananéens. Ça, c'est quelque chose que les tziganes le font toujours. Et ça, c'est absolument sémite. Les liens de famille, on fonctionne par tribu, finalement. On fonctionne par tribu, par les liens du sang. Et on refuse de donner nos filles à des gens qui ne sont pas liés à nous, par nous. Et donc, on fonctionne selon des lois, finalement, qui sont très sémites, avec aussi notamment l'importance que l'on donne aux garçons, c'est-à-dire à celui qui naît garçon, celui qui naît fille. Donc il y a toujours cette séparation mentale entre les deux, et le fait que, comme ici à chaque fois, donc les prophètes disent de ne pas descendre en Égypte, de ne pas se mélanger avec les Égyptiens, dans la Genèse, c'est de ne pas se mélanger avec les Cananéens, et donc nous avons aussi ce leitmotiv chez nous qui disent de ne pas nous mélanger avec qui n'est pas tzigane, de sang. Incroyable. Écoutez, vraiment, on a appris aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Et j'espère je vais devoir arrêter maintenant, mais j'espère qu'on aura encore, enfin, je suis sûr, pas j'espère qu'on va encore avoir de très nombreux échanges entre nous. Et j'aimerais bien que dans le prochain Zoom, on puisse continuer encore à parler un petit peu de l'histoire. Vous avez encore pas mal de choses à dire, j'imagine. Bien sûr. Ah oui, oui. Voilà, c'est très important de continuer à parler de l'histoire. Et moi, ce qui m'intéresserait, mais vous n'allez pas y répondre maintenant, ce qui m'intéresserait, essayer de retrouver les sources, puisque bon, il est clair que, ça on en est tous convaincus, et vous plus que moi encore, que l'origine première des tziganes, bon, c'est une partie de quelques tribus juives qui se sont perdues et qui après ont donné naissance avec les siècles aux tziganes. Moi, ce qui m'intéresserait de comprendre, c'est comment finalement l'identité, même si elle est restée au niveau de coutume, comme vous venez si bien de l'expliquer, mais pourquoi l'identité juive malgré tout a disparu au profit d'une identité plus chrétienne? Ça, c'est un point que j'aimerais bien traiter avec vous, de bien comprendre ça. Et si vous pouvez faire une étude sur ce sujet-là, et peut-être la prochaine fois, on ne parlera pas que de ça, mais j'aimerais bien qu'on puisse arriver à voir… bon, de toute façon, ne soyez pas étonnés. Vous savez que nous savons, nous, des historiens israéliens l'ont prouvé, que les talibans, à l'origine, sont tous d'origine juive. Les talibans qui sont des musulmans extrémistes, Oui. à l'origine, sont d'origine juive. Je ne dis pas le taliban d'aujourd'hui, aujourd'hui les musulmans, mais l'origine de la tribu, ce qu'on appelle les Pashtuns, dont une partie sont les talibans,
sont tous d'origine juive. Et d'ailleurs, on retrouve même chez les talibans aujourd'hui des coutumes qui prouvent qu'ils sont d'origine juive. Il y a des études très sérieuses qui ont été faites. Donc, on voit bien que les tribus se sont perdues. Et certains sont devenus musulmans, d'autres sont devenus chrétiens, etc. Mais ce qui m'intéresserait, moi, par rapport aux tziganes, c'est d'arriver à comprendre le processus historique qui a fait que petit à petit, finalement, le judaïsme, consciemment, je parle, a disparu du monde tzigane au profit de la religion chrétienne. Ça m'intéresserait, si vous pouvez faire une étude là-dessus, ça m'intéresserait de voir exactement quel est le processus. Voilà, écoutez, mes amis, je ne sais pas comment vous remercier pour cet échange extrêmement, extrêmement enrichissant. Je sais que ce cours va être écouté par des milliers de personnes et ce qui va permettre à des milliers de personnes comme moi, je veux dire, tout ce que vous avez dit aujourd'hui, je l'ai découvert, je ne le savais pas. La seule chose que je savais, c'est que les tziganes sont d'origine juive. Mais ce qui vous est arrivé, votre histoire, etc., c'est vraiment des choses extrêmement importantes, extrêmement intéressantes. Il est temps que le monde, sache, parce que de la même manière que on va dire le monde très général a une vision on pourrait dire très superficielle et très nulle des Juifs, à plus forte raison des Tziganes, comme on le sait. Il est très, très, très important que finalement, que tous ceux qui écouteront cet échange aujourd'hui prennent conscience de l'histoire des Tziganes. Et c'est pour ça qu'il faut continuer sur ce sujet-là pour l'instant encore. On va fixer d'un prochain rendez-vous. Et encore une fois, véritablement, merci beaucoup. Et merci à vous. Merci à vous.